Bien, mesdames et messieurs, chers amis, merci pour cet accueil. Sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a une maîtresse des cérémonies qui va nous couper la parole au bout de 45 minutes. Donc on va essayer d'être très, très disciplinés les uns et les autres. Oui, j'ai présidé le CNAL l'année dernière, et à ce titre, nous avons fait une grande enquête, la laïcité et l'école. Les enseignants ont la parole, dont vous pouvez retrouver la totalité des actes, des documents sur le site du CNAL, qui s'affiche ici sur l'écran. Trois éléments d'information pour cette enquête. On a commandé un sondage à l'IFOP, dont je vais vous parler, qui permet aux enseignants de s'exprimer à partir des questions qu'on leur pose. Et puis les 5 organisations du CNAL, l'an dernier, sont allées au contact des enseignants. Nous avons rencontré 1000 enseignants des écoles, collèges, lycées publics sur l'ensemble du territoire, zone rurale, zone urbaine, ZEP, pas ZEP, représentative donc. Et donc ça nous donne un verbatim très intéressant de ce que les enseignants ont à nous dire sur la manière dont ils mettent en pratique le principe de laïcité dans les écoles. Et puis on a étoffé notre réflexion en ayant auditionné plusieurs experts, chercheurs, mais aussi femmes et hommes de terrain. Donc on a là une masse d'informations très, très intéressante qui me conduit à voir qu'en effet, dans notre pays, aujourd'hui, la laïcité est à l'épreuve. Elle est à l'épreuve d'un certain nombre de fractures scolaires, sociales, culturelles, on va en dire un mot, et que donc on a besoin, dans ce contexte, d'une pédagogie laïque dans nos établissements, dans nos écoles et dans nos établissements scolaires aujourd'hui. À l'issue de cette enquête, on a été en capacité de dresser 5 constats. Je vais aller très vite, puisque vous pourrez vous reporter encore une fois à cette enquête dans sa totalité. Le premier constat, ce que nous disent les enseignants, c'est en gros, ça va pas mal. La situation est globalement apaisée. On a pris l'exemple de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école. Les enseignants nous disent, alors peut-être qu'il y a des situations évidemment particulières. Pour l'instant, la généralité ne signifie pas que tout se passe comme ça partout. Ils nous disent, en gros, cette loi est plutôt acceptée, plutôt bien respectée. Et quand elle est contestée, les enseignants nous disent, on règle le sujet avec dialogue, dans 97% des situations. Si on va un petit peu plus, vous voyez, dans le détail, voilà, vous avez l'exemple d'une question posée aux enseignants. Est-ce que vous diriez que le climat aujourd'hui autour de la laïcité qu'est-ce qu'on dirait de ce climat dans vos écoles, collèges et lycées? C'est tendu 9%, c'est plutôt apaisé 91%. Mais il y a un petit clignotant qui s'allume, et je ne cesserai de le répéter tout au long de mon propos. Regardez dans le petit pavé à droite. On a essayé de savoir si c'était vrai partout, ce caractère apaisé de la situation. On voit que c'est un peu moins apaisé quand même en collège qu'ailleurs. Et puis on voit surtout que c'est beaucoup moins apaisé en réseau d'éducation prioritaire que hors éducation prioritaire. Donc là, c'est quand même une indication qui vous montre que généraliser ne signifie pas grand-chose. Il va falloir maintenant entrer très précisément dans le détail de ce travail. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que notre enquête permet aussi, parce qu'on nous dit que c'est plutôt apaisé, de rendre compte, grâce à cette enquête, d'une multiplicité d'actions, d'enseignements disciplinaires, interdisciplinaires, de projets spécifiques, de pratiques coopératives, de pédagogie active, et Philippe Mérieux et Éric Devarieux en parleront après moi, qui permettent effectivement aux enseignants de faire comprendre et de faire vivre le principe de laïcité à l'école. On entend beaucoup parler de difficultés, et il y en a, vous allez voir. Et le CNAL n'a pas mis la poussière sous le tapis. Il y a des difficultés. Mais on parle rarement des réussites dans cette éducation nationale. Et pour nous, c'est l'occasion de rendre hommage aux profs des écoles, aux profs des collèges, aux profs des lycées, qui au quotidien font le boulot, ils font le travail auprès des élèves. Et c'est ça que rend compte aussi l'enquête du CNAL. Je précise que nous avons rendu compte de cette enquête lors d'un colloque le 13 juin, en présence, bien entendu, du ministre, qui a pris, bien entendu, connaissance de toutes ces informations. Alors, il y a quand même un deuxième petit clignotant qui s'allume, parce qu'on a demandé aux enseignants laquelle de ces formulations vous semble le plus proche de ce qu'est le principe de laïcité dans notre République. Et il y avait plusieurs occurrences qui leur étaient données. Et vous voyez qu'il y a des réponses qui sont tout à fait correctes, qui sont très bonnes. La garantie par la République de la liberté de conscience de chacun, 56% de bonnes réponses, voilà, c'est parfait. La neutralité de l'État, c'est parfait aussi. Le vivre ensemble, c'est ce qu'on dit, la laïcité, c'est le vivre ensemble, donc pas de souci. Il y a quand même un petit souci avec la réponse suivante, l'absence du religieux dans l'espace public. 26%. Ben non, c'est pas ça.
La laïcité, ce n'est pas l'absence du religieux dans l'espace public. Dans une république laïque, dans la rue, à condition de respecter l'ordre public, bien entendu, et de ne pas enfreindre les lois, notamment sur la pudeur, eh bien, on peut à peu près se promener comme on souhaite. Il n'y a pas la laïcité dans l'espace public. La tolérance, c'est pas beaucoup mieux. La laïcité ne se limite pas à la tolérance. La tolérance, c'est l'acceptation à rien dédaigneuse de l'erreur de l'autre. Et la laïcité, évidemment, ça va bien au-delà que la simple tolérance. Ça n'est pas non plus seulement la liberté religieuse. Ça inclut la liberté religieuse, bien entendu. Mais ça n'est pas que la liberté religieuse, la laïcité. Et c'est évidemment, alors là, vous avez très très peu de réponses, heureusement, mais c'est évidemment pas l'athéisme et c'est évidemment pas un principe mis en œuvre par la République pour combattre les religions. Donc il y a quand même un peu de confusion, un peu d'approximation, et on va en parler tout au long de l'après-midi. Dire cela n'est pas jeter la pierre à nos collègues. Je suis enseignant moi-même, ça a été rappelé, j'ai enseigné l'histoire-géographie. Simplement, comme l'enquête Le CNAL le montre, on a oublié dans ce pays de former. On a oublié de former les enseignants à la laïcité. 74% des enseignants nous disent « jamais reçu de formation initiale en matière de laïcité ». Jamais. 94% des enseignants nous disent formation continue, jamais. Donc, dans quelle autre profession accepterait-on une absence aussi majeure de formation sur un point aussi important que la laïcité? Donc, c'est sans doute une explication. La deuxième explication, c'est que ces approximations, ces difficultés à définir la laïcité, c'est aussi l'écho dans nos écoles, collèges et lycées de la confusion qui peut résider au niveau national sur ce sujet. Il y a aussi des approximations, il y a aussi des disputes, des controverses, parfois des instrumentalisations de la laïcité au niveau national qui n'aident pas à avoir une perception la plus juste possible dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées. C'est d'autant plus embêtant que, évidemment, seule une laïcité bien comprise peut être une laïcité bien transmise. Dans les textes officiels, ça je vous mets là ici un extrait de la loi d'orientation de 2013, on dit bien que c'est une responsabilité majeure des enseignants que de faire partager aux élèves les valeurs de la République, c'est la première phrase. Au passage, la première phrase, c'est une phrase qui existait avant la loi de 2013. C'est une phrase qui est issue de la loi Fillon pour l'avenir de l'école de 2005. Tiens, ça signifie qu'il n'est pas obligatoire de supprimer ce qui a été fait avant ? Dans une république comme la nôtre? Mais non, quand avec Vincent Payon, on travaille sur la loi de refondation de 2013, on considère que la loi de 2005 était une très bonne loi précisant justement ce qu'est la mission de l'école. Simplement, on a approuvé le besoin, non pas de supprimer, mais d'ajouter quelque chose. On a éprouvé le besoin de préciser ce qu'on entendait par faire partager les valeurs de la République. Et on a ajouté cela. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Vous avez remarqué que j'ai mis en gras tous les élèves, parce que ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi, dans le journal officiel, mais pas à tous les élèves en gras. Ça, c'est moi qui le mets. Pourquoi je mets cela? C'est parce qu'on a éprouvé le besoin d'attirer l'attention que c'est bien l'ensemble de la société qui est en mal d'intégration en matière de valeurs et en matière de compréhension du principe républicain d'organisation de la République qu'est la laïcité. C'est toute la société. C'est Régis Debray, dans son magnifique ouvrage « Fraternité », qui a cette formule que moi je trouve assez extraordinaire. Il dit « Depuis quelques dizaines d'années, dans ce pays, il parle pour tous et nous avons une responsabilité collective, nous avons fait en sorte que nos enfants naissent sous X en matière de valeurs. » C'est-à-dire qu'on a oublié de transmettre un certain nombre de choses. On a considéré que c'était acquis une fois pour toutes, et donc il fallait prendre cela à bras-le-corps. Et si je dis bien tous les élèves, je vais insister lourdement, ça veut dire qu'on commettrait une très lourde erreur en pensant que dans ce pays aujourd'hui, il n'y aurait que nos concitoyens de religion musulmane qui auraient besoin de recevoir un brevet de laïcité. C'est l'ensemble de la société qui doit faire l'objet de ce travail et pas seulement une catégorie de citoyens. Ensuite, si on veut faire ce travail proprement, nous, à l'école, on a quand même intérêt à ce que la société soit un peu raccord avec nous. Or, on est dans une société un tout petit peu schizophrène de ce point de vue. Souvent, la société demande à l'école de transmettre un certain nombre de valeurs, mais donne dans le même temps des exemples carrément opposés aux valeurs qu'elle demande à l'école de transmettre. C'est pour ça que je parle de société un peu schizophrène. La valeur de l'effort, du travail,
ce qu'on nous demande de transmettre. Et puis nos enfants, nos élèves voient quotidiennement des exemples dans la société dont on ne peut pas dire qu'ils soient des exemples correspondant à cela. Quand on voit que des grands chefs d'entreprise oublient par exemple de payer leurs impôts, c'est vrai que c'est un tout petit peu difficile aujourd'hui de faire comprendre aux élèves un certain nombre de valeurs républicaines. Toute allusion à l'actualité serait du très mauvais esprit, hein, bien sûr. Bon, ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Donc ça devrait nous décourager en fait que la société et l'école ne soient pas toujours raccord. En fait, c'est un puissant encouragement pour nous, fonctionnaires de l'enseignement public, parce que si nous ne faisons pas ce travail, c'est la République qui, d'une certaine manière, est en danger. C'est ce qu'avaient fort bien compris les républicains de la Troisième République. Notre première mission, c'est de former des républicains. Sinon, évidemment, notre pacte républicain peut être en danger. Donc, pour aider à cela, on a mis en place un certain nombre d'outils. Donc, il y a la charte de la laïcité, qui est un outil pour faire comprendre la laïcité. On a demandé, donc vous la connaissez, hein, elle est affichée en principe partout. Il y a une quinzaine d'articles. Je vais y revenir dans un instant parce que ça peut nous aider à comprendre, en fait, à faire comprendre à nos élèves, puisque je parlais de confusion tout à l'heure dans la définition, de faire comprendre à nos élèves ce qu'est la laïcité. Et en fait, dans la charte, vous allez voir, on a essayé de montrer aux élèves que ce n'est pas très compliqué. La laïcité, c'est la possibilité de mettre vraiment en application deux valeurs républicaines, la liberté et l'égalité, j'y reviens. Et les valeurs, c'est ce qui donne du sens à notre vivre ensemble, précisément. Et dans une république laïque, on se donne deux moyens pour que le respect de ces valeurs, la garantie de ces valeurs soit effective, deux moyens qui sont la séparation et la neutralité. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein, dans cette charte, vous avez l'article 3 hein, qui dit très bien, la laïcité, ça garantit la liberté de conscience. Donc par rapport au questionnaire de tout à l'heure, les enseignants ont parfaitement raison, c'est la liberté de conscience, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Vous connaissez cet article par cœur, j'imagine. On dit précisément pourquoi est-ce que c'est important d'être dans une république laïque qui garantit la liberté, c'est parce que ça va permettre aux élèves d'exercer leur libre arbitre, de faire l'apprentissage de la citoyenneté, de forger leur personnalité. Et évidemment, on ne peut pas faire cela, et je ne vais certainement pas empiéter sur les discours suivants, mais sans une approche pédagogique. Sans choisir évidemment des approches pédagogiques qui garantissent qu'en effet on puisse forger sa personnalité en pleine responsabilité, sans être formaté, sans avoir un enseignement trop descendant qui ne garantisse pas précisément de pouvoir forger sa personnalité. Et je suis un peu désolé de voir que celles et ceux qui aujourd'hui font appel à l'école un peu traditionnelle, à l'école de Jules Ferry, au prétexte de revenir à des choses plus sérieuses, commettent en fait un contresens total. En fait, sont une méconnaissance totale de ce qu'est l'histoire de notre République, parce que, alors je vais vous donner un texte là qui va peut-être vous paraître un petit peu long, mais c'est un texte que nous avons déniché avec mon ami et mon maître, l'historien d'éducation Claude Lelièvre, hein, que vous connaissez bien. Voilà ce que Jules Ferry, par exemple, dit au congrès pédagogique. Tiens, il y avait des congrès pédagogiques sous la Troisième République. Le mot pédagogie n'était pas un gros mot, n'a pas toujours été un gros mot dans notre pays. Congrès pédagogique des institutrices et instituteurs de France, avril 80. Voilà ce que dit Jules Ferry. Les hommes d'anciens s'adressent, donc vous imaginez l'amphithéâtre. Il y a les représentants de tous les institutrices et instituteurs de France qui sont réunis à Paris, à la Sorbonne. Les hommes d'Ancien Régime, dans l'enseignement primaire, sont un peu surpris de ce que nous entreprenons, donc ce qu'entreprend l'école de la Troisième République. Ils sont même un peu choqués. Mais, disent-ils, est-ce qu'autrefois, avec les anciennes méthodes, avec le programme restreint à écrire et à compter, on ne faisait pas des élèves sachant bien lire, écrivant correctement, comptant à merveille, comptant et écrivant peut-être mieux que ceux d'aujourd'hui au bout d'un an ou deux d'école? Silence de Ferry, cela est possible. Il se peut que l'éducation que nous voulons donner dès la petite classe nuise un peu à ce que j'appelais tout à l'heure la discipline mécanique de l'esprit. Oui, il est possible qu'au bout d'un an ou deux, nos petits-enfants soient un peu moins familiers avec certaines difficultés de lecture. Seulement, entre eux et les autres, il y a cette différence. C'est que ceux qui sont plus forts sur le mécanisme ne comprennent rien à ce qu'ils lisent, tandis que les nôtres comprennent. Voilà l'esprit de nos réformes. Magnifique, magnifique. On pourrait utiliser ça pleinement en 2018 avec certains de nos interlocuteurs qui parfois nous font penser que l'école républicaine était une école qui ne faisait pas de pédagogie. Certainement pas. Et si on va un petit peu plus loin, lire, écrire, compter, c'est évidemment fondamental dans l'instruction des citoyens. Mais ça n'a jamais été premier dans l'esprit de Jules Ferry, c'est ça qui est très étonnant.
C'est autour du problème de la constitution d'un enseignement vraiment éducateur que tous les efforts du ministère de l'Instruction publique se sont portés. C'est cette préoccupation dominante qui explique, rallie, harmonise sur un très grand nombre de mesures qui, lorsqu'on n'en a pas la clé, pourraient donner prétexte à des reproches d'excès dans les nouveaux programmes, d'accessoires exagérés, d'études très variées et qui ne paraissent pas au premier abord suffisamment convergentes. Tous ces accessoires auxquels nous attachons tant de prix, que nous groupons autour de l'enseignement fondamental et traditionnel du lire, écrire, compter. Et qu'est-ce que c'est que ces accessoires? Les leçons de choses, l'enseignement du dessin, les notions d'histoire naturelle, les musées scolaires, la gymnastique, les promenades scolaires, le travail manuel, le chant. Pourquoi tous ces accessoires? Eh bien parce qu'ils sont à nos yeux la chose principale. Tiens, les accessoires deviennent la chose principale, parce que ces accessoires feront de l'école primaire une école d'éducation libérale, au sens politique évidemment du terme, pas économique. Telle est la grande distinction, la grande ligne de séparation entre l'ancien régime, le régime traditionnel et le nouveau. Je ne fais pas davantage de commentaires, mais ne trahissons pas l'école de la Troisième République. Ne faisons pas non plus d'anachronisme. Elle n'avait pas pour objectif de faire réussir tous les enfants dans le même établissement. Il y avait l'école du peuple et les écoles pour les autres. Mais quand même, c'est une école dans laquelle on se préoccupait de faire de la pédagogie parce qu'il s'agissait quand même de former des citoyens. Et on ne fait pas de formation de citoyens sans un minimum d'approche pédagogique conséquente. Deuxième valeur, la valeur d'égalité. C'est l'article 9 de la Charte de la laïcité. Ça se passe de commentaires, vous voyez bien. Simplement, dans la Charte, on a mis l'accent sur un point dont je reparlerai dans un instant, c'est l'égalité entre les filles et les garçons. Ça, c'est un point absolument fondamental, mais j'en reparlerai dans un instant. Simplement, peut-être pour évoquer un souvenir personnel, qui est que, précisément parce que c'est un sujet, les filles et les garçons, l'égalité entre les filles et les garçons, le combat contre les stéréotypes, nous avions, avec Vincent Payon et avec Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre à l'égalité femmes-hommes à l'époque, aux droits des femmes, nous avions imaginé donc un certain nombre d'outils qu'on avait appelés les ABCD de l'égalité. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a parmi vous des collègues qui ont expérimenter ces ABCD d'égalité? Il y en avait... Bon. Ces ABCD d'égalité ont été contestés. Et par qui? Par les intégristes de tout poil d'un certain nombre de religions. Les catholiques intégristes, les évangéliques intégristes et les musulmans intégristes. Et comme le pouvoir politique n'a pas complètement soutenu, et là je suis inspecteur général en retraite, donc je peux de temps en temps avoir un petit peu de liberté de parole, je peux vous dire que ça a été un échec. On a dû battre en retraite, on a dû retirer les ABCD d'égalité. Parce que ça a été caricaturé, on a fait peur aux parents. On a dit aux parents des choses absolument insensées sur ce qu'on allait faire à l'école. Vos petits garçons n'allaient plus être des petits garçons, vos petites filles n'allaient plus être des petites filles. Donc le combat pour l'égalité entre les filles et les garçons, évidemment, est encore d'actualité. Donc liberté, égalité, c'est ce qui donne du sens à notre projet commun, parce que ce sont des conditions d'une réelle fraternité. Mais pour que la liberté et l'égalité soient réellement des valeurs portées par l'ensemble de la société et garanties par la République, il faut deux moyens. Le premier moyen, c'est la séparation. C'est ce qu'on écrit dans l'article 2 de la Charte de la laïcité, séparation des religions et de l'État. C'est très important parce que l'État est neutre à l'égard des convictions politiques. Il n'y a pas de religion d'État. C'est très important que nos élèves comprennent que dans une république laïque, la laïcité, ça n'est pas une opinion parmi les autres. Il n'y a pas des laïcs à côté, comme il y aurait des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des athées, des agnostiques. C'est la République qui est laïque. Et c'est très intéressant parce que c'est le paradoxe absolument merveilleux de la laïcité qui sépare pour rassembler. Elle sépare le pouvoir civil du pouvoir religieux, le droit civil du droit canon, le curé, l'imam, le pasteur, le rabbin de l'instituteur, pour mieux rassembler les citoyens autour de valeurs communes que sont par exemple la liberté et l'égalité. Bien entendu, parce qu'il y a cette séparation dans nos établissements scolaires, comme il y en a cette séparation dans la République, ça veut dire que ceux qui fréquentent nos établissements ont une obligation, c'est de ne pas manifester au sein de nos établissements scolaires leurs convictions politiques ou religieuses. Et ça a aussi une obligation pour nos personnels, d'un devoir de stricte neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans une république laïque qui garantit liberté, égalité, séparation et neutralité qui sont les deux moyens? C'est parce que notre projet, notre mission, c'est que nos élèves partagent une culture commune.
Il n'y a pas de culture commune si l'État n'est pas neutre et défend un principe plutôt qu'un autre, une religion plutôt qu'une autre. Il n'y a pas de culture commune s'il n'y a pas la neutralité de l'État. Donc on voit bien le projet qu'il y a derrière ça. Pourquoi malgré tout, alors que ça paraît simple, pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté à définir la laïcité ? Il y a sans doute beaucoup de raisons, j'en ai déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure, la confusion du débat médiatique, l'absence de formation initiale et formation continue. Moi, en tant qu'historien, j'en ajoute une troisième d'explication. C'est que nous ne connaissons pas l'histoire de notre laïcité. Et nous avons de cette histoire une vision beaucoup plus fantasmée, imaginaire que réelle. Et c'est d'autant plus dommage que l'histoire de la laïcité, c'est l'histoire d'une méthode. On ne comprend rien à la manière dont la laïcité a été installée dans notre pays. On ne comprend rien à l'attachement de nos concitoyens à ce principe fondamental si on ne sait pas que c'est d'abord une méthode qui, à chaque fois, à chaque étape, a associé deux éléments tout aussi fondamentaux. Un, la fermeté, une très grande fermeté quant à l'affirmation du principe. Et puis, parallèlement, et en même temps, on dirait aujourd'hui, une très grande progressivité, un très grand pragmatisme dans la mise en œuvre. Ce qu'on a aussi oublié, c'est que l'histoire de la laïcité, c'est l'histoire d'un combat. Oui, la religion catholique ne s'est pas laissée faire. Oui, elle a longtemps défendu, et certains catholiques encore aujourd'hui défendent, la primauté du droit de Dieu sur les droits des hommes. Oui, bien sûr. On a oublié que c'est un long combat qui vient depuis très longtemps, c'est-à-dire même avant que le mot laïcité existe, quand les rois de France, sacrés à Reims, je le rappelle, ont essayé de se détacher de la tutelle vaticane et de prendre un peu le contrôle de l'Église catholique en France via le gallicanisme, c'était déjà une première étape pour essayer de se séparer de la religion et que le pouvoir temporel soit supérieur au pouvoir spirituel. Et tout ça, bien entendu, s'est formidablement concentré après toute la réflexion du siècle des Lumières dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous connaissez tous par cœur cet article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Et on voit bien qu'il y a à la fois la liberté de conscience générale et à l'intérieur, même religieuse. C'est-à-dire à l'intérieur, ça comprend la liberté religieuse. Et il y a toujours cette limite, attention, on est libre, mais il ne faut pas que ça trouble l'ordre public établi par la loi. Et puis il y a ce magnifique article 11. Dans une république qui se targue de laïcité, eh bien, on a la libre communication des pensées, des opinions. Tout ça est un droit précieux. Le droit de l'homme, c'est l'article 11. Je ne suis pas en train de vous dire que ça a été mis en application en 1789. Ce principe a été affirmé en 1789. Il va falloir un tout petit peu de temps, quelques dizaines d'années, pour que ces principes-là, évidemment, rentrent dans l'effectivité des pratiques au sein de notre pays. L'histoire d'une méthode, oui, parce que si on prend l'exemple de l'école, la laïcité dans notre pays est d'abord entrée dans l'école avant d'entrer dans l'État. Les républicains de la Troisième République ne se sont pas trompés. Ils savaient bien que c'était par l'école qu'il fallait commencer. Et comment Jules Ferry s'y est-il pris ? Il s'y est pris par les programmes. Enfin, il a fait entrer la laïcité par les programmes. C'est très important de savoir ça parce que ceux qui aujourd'hui critiquent la laïcité, s'attaquent à la laïcité, vont commencer à s'attaquer à nos programmes scolaires. Parce que c'est par les programmes que c'est entré. Qu'est-ce qu'il y avait avant Jules Ferry ? Il y avait la loi Guizot du 28 juin 1833. Et qu'est-ce qu'il y avait au premier article ? L'instruction primaire au temps de Guizot, c'est quoi ? Ça comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. Donc jusqu'en 1882, nos institutrices, nos instituteurs étaient aussi des institutrices et des instituteurs de religion. C'était obligatoire. Ils conduisaient de façon obligatoire leurs enfants à la messe, au catéchisme. Ils étaient eux-mêmes croyants, les institutrices et instituteurs, pour la plupart. Et que fait Jules Ferry avec sa loi du 28 mars 1882 ? L'instruction primaire comprend l'instruction morale et civique. C'est un mot qui a tout changé, c'est le mot civique. Vous voyez qu'il n'emploie pas le mot laïque ou le mot laïcité. Ce n'est plus l'instruction morale et religieuse, c'est l'instruction morale et civique. On sépare la religion de l'école, le curé chez lui à l'église, l'instituteur chez lui à l'école. C'est la fameuse formule des Edgar Quinet et des Victor Hugo que vous connaissez bien. Ça n'a l'air de rien, mais ça a été un combat. Moi qui connais bien les débats parlementaires de l'époque, des années 1880, 80, 82, je peux vous dire que Jules Ferry a dû batailler, y compris dans son propre camp républicain. Parce qu'y compris dans le camp républicain de Ferry, il y avait des personnes, des élus très républicains, mais qui ne concevaient pas qu'on puisse élaborer une morale détachée des fondements spirituels. Comment est-ce qu'on va pouvoir tenir une nation si cette nation n'a pas peur des gendarmes du ciel ? En gros, c'était la formule qui était utilisée à l'époque.
il faut avoir peur d'un éventuel enfer pour se tenir à peu près correctement sur la terre. Certains républicains étaient persuadés qu'on ne pouvait pas encore aller si loin que cela. Et donc certains se sont battus pour qu'on maintienne l'instruction morale et religieuse. Jules Simon, par exemple, qui est un républicain très convaincu, s'est battu pour qu'on maintienne Dieu dans les programmes. Ferry lui répond au Sénat, on ne vote pas Dieu dans les assemblées. Donc il tient bon, Jules Ferry, sur ce plan-là. Alors vous allez dire, où est la méthode? Voilà, on voit bien la fermeté. Bah oui, sauf que quand on regarde les programmes d'instruction, je fais planer un peu le suspense, quand on regarde les programmes rédigés quelques semaines après la loi de juin 82, donc les programmes de juillet 82, dans le chapitre court moyen, instruction morale et civique, il y a un paragraphe sur les devoirs. Devoirs envers la patrie, devoirs envers la famille, et puis, alors il n'y a pas d'âme sensible dans la salle, je peux projeter quelque chose qui va être violent. On y va. Programme Jules Ferry de l'école laïque française. Voilà. Devoir envers Dieu. C'est du lourd. Diable, dirais-je. Devoir envers Dieu. L'instituteur n'est pas chargé de faire un cours ex-professeur sur la notion, les attributs de Dieu, etc. Regardez, vous lisez, il faut associer étroitement dans l'esprit des enfants à l'idée de cause première avec un C majuscule et de l'être parfait avec un E majuscule, un sentiment de respect et de vénération. Et ainsi de suite. Il y a des devoirs envers Dieu dans l'école primaire laïque de Jules Ferry en 1882, mes chers amis. Ces devoirs envers Dieu vont durer jusqu'en 1923, 40 ans. Pétain va les rétablir en 40 et ils seront définitivement supprimés en 45. 60 ans de transition. Vous allez dire, pourquoi il fait ça à Ferry? Eh bien, il y a au moins 3 raisons. D'abord parce que ceux qui rédigent les programmes autour de lui, Ferdinand Buisson et son équipe, sont plutôt dans la mouvance protestante et font partie de ces gens qui pensent qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'élaboration d'une morale complètement indépendante de la religion. Il y a une deuxième raison, c'est Ferry lui-même, qui est un positiviste et qui pense que de toute façon, grâce au progrès, grâce à l'instruction, les religions vont mourir de leur belle mort. Donc ce n'est pas la peine de leur faire violence tout de suite. Et puis il y a une troisième raison, beaucoup plus pragmatique, c'est un élu, Jules Ferry, il connaît bien l'ambiance électorale du moment, on vote tous les 4 ans, et en 1881, je peux vous dire que la République n'est pas solide. On va voter en 85, les monarchistes et les conservateurs sont en embuscade, on n'est pas sûr d'avoir la majorité. Nous, on connaît la suite, donc tout va bien, mais eux ne savaient pas la suite. Et donc Ferry, qui est un élu vosgien, j'ai retrouvé, moi, dans ses archives, une magnifique lettre qu'il écrit à son épouse, et il dit à son épouse, je suis l'élu d'un peuple qui aime la République, mais ce peuple fait des processions et construit des reposoirs. Donc attention, ne heurtons pas la conscience de nos concitoyens, voilà, prenons le temps. Je pourrais vous donner quantité d'autres exemples sur ce temps qui a été considéré comme nécessaire pour faire accepter ce principe de laïcité. Sur la laïcisation des personnels, allez, je ne résiste pas. Laïcisation des personnels, dans l'enseignement primaire, ça c'est pas Ferry, c'est Goblet 1886. En 1886, dans la loi Goblet, il est très clairement indiqué que dans l'enseignement primaire, il n'y aura plus un seul curé, plus une seule religieuse, et uniquement des enseignants, des institutrices et instituteurs laïcs, 1886. Mais il y a un article juste après cette affirmation qui dit qu'il faut un délai de 5 ans pour les hommes. Je laisse planer un suspense. La loi ne dit pas de délai pour les femmes. Pourquoi? Très grand pragmatisme. Quand Ferry devient ministre de l'Instruction publique en 1879, il y a 8 écoles normales d'institutrices laïques dans ce pays en tout et pour tout. On a oublié de construire des écoles normales d'institutrices. Il y a des écoles normales d'instituteurs à peu près partout, mais pas d'institutrices. On n'a donc pas le personnel laïque nécessaire, féminin. Donc on a encore besoin des religieuses. Et bien donc on les laisse en place. Et elles vont rester en place le temps que les institutrices laïques montent des écoles normales pour venir petit à petit les remplacer. Dans mon village de Picardie, dans ma Picardie natale, jusqu'avant pratiquement 1900-1905, il y avait encore de vieilles religieuses dans nos écoles primaires publiques, parce qu'on en avait encore besoin. Donc, fermeté dans le principe, progressivité, pragmatisme dans la mise en œuvre. Si on oublie ça, on ne comprend pas pourquoi nous avons patiemment construit ce principe de laïcité. Ça n'est pas arrivé brutalement, ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Il faut s'en souvenir, ça veut dire que nos concitoyens et certaines religions ont mis du temps à accepter le principe de laïcité, ont mis du temps à accepter le principe de neutralité. Je dis 5 constats.
Il y avait un deuxième constat qu'on a fait dans cette enquête CNAL, c'est qu'en effet, il y a des difficultés, il y a des contestations de la laïcité, ça devient préoccupant dans certains endroits, notamment en éducation prioritaire. C'est ce que nous disent les collègues. Quand on leur dit, est-ce que ces difficultés que vous rencontrez ces dernières années, est-ce que c'est influencé par l'actualité nationale ou internationale? La réponse est très claire. Vous voyez, 71% oui. L'école n'est pas un isolat. L'école prend de plein fouet les discussions qu'il peut y avoir au niveau national. Alors, l'actualité internationale, évidemment, aussi, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Alors, est-ce que ces contestations, ces difficultés sont en diminution? 14%, non. 14% en diminution, ce n'est pas beaucoup. Par contre, elles sont stables à 44% et elles sont en augmentation à 42%. Donc là, il y a un signe d'inquiétude quand même de la part de collègues. C'est pour ça que je dis que le CNAL ne met pas la poussière sous le tapis. Après avoir dit que globalement, ça allait bien, attention, il y a quand même des signes qui montrent que nous rencontrons de plus en plus de difficultés. Alors, je vais passer très vite, vous reporterez à l'enquête CNAL. Assez classiquement, on retrouve un certain nombre de choses qu'on connaît. C'est dans les enseignements d'histoire-géographie, c'est dans les cours d'éducation physique et sportive, c'est lors de l'enseignement de sciences, c'est lors de l'enseignement moral et civique. Bref, un certain nombre d'activités, les enseignants nous disent, oui, à certains moments, on peut rencontrer des contestations de la part d'élèves qui refusent telle ou telle partie de cours, qui refusent telle ou telle activité, l'accès à la piscine, par exemple, un certain nombre de choses comme ça. Donc ça, ils nous le disent de façon très claire, nous rencontrons des difficultés. Est-ce que ces difficultés vous conduisent à vous autocensurer pour ne pas avoir à les rencontrer précisément ces difficultés? Regardez la réponse. Il y a quand même des collègues qui disent nous sommes dans des situations telles qu'à certains moments, en effet, on s'auto-censure. Alors, si vous regardez les oui régulièrement ou oui de temps en temps, c'est 12%. Alors, si on y ajoute les oui rarement, c'est 25% de plus. Mais c'est quand même l'indication d'une réelle difficulté, même si dans le verbatim des enseignants, vous le verrez, les enseignants nous disent, attention, c'est pas vraiment toujours de l'autocensure, on peut aussi faire attention à ce qu'on dit, on peut faire attention à nos mots, à la manière dont on l'exprime. Mais il y a parfois de vraies autocensures en évitant de traiter telle ou telle partie du programme. 5 constats. Le troisième constat, il y a des actes ou des paroles d'intolérance entre élèves qui inquiètent beaucoup aujourd'hui dans nos écoles, collèges et lycées. Regardez ce tableau. Intolérance entre les élèves, est-ce que vous les constatez? Intolérance entre élèves, je ne les constate jamais, seulement 20%. Racisme, pression à l'égard des filles. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos collègues nous le disent, mais vous le savez, vous vivez ça, vous, au quotidien. Il n'est pas facile d'être une jeune fille aujourd'hui dans certaines situations scolaires. Revendication identitaire, communautarisme, antisémitisme, prosélytisme. Il y a là un vrai signal d'alerte de nos collègues en disant, attention, la société ne va pas bien, mais ça ne va pas bien non plus. En termes d'actes ou de paroles d'intolérance entre les élèves. Ça ne va pas bien entre citoyens, ça ne va pas bien non plus dans nos établissements scolaires. Il y a un quatrième constat. Je vais passer très vite, vous irez sur l'enquête CNAL. Là, c'est assez clair. On utilise le mot contrasté qui est un euphémisme. En fait, les enseignants sont plutôt sévères sur leur formation initiale. Ils n'en ont pas, et quand ils en ont, cette formation initiale, ils n'en sont pas très contents. Certains nous disent même, attention, il y a des formateurs qui ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut dire de la laïcité. C'est embêtant. Formation continue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a très très peu. Il y a un cinquième constat. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement, puisque vous dites que vous pouvez avoir des inquiétudes, des difficultés, et pour les enseignants, c'est la montée des communautarismes qui met en danger l'école aujourd'hui. Regardez, alors dans cette diapositive est intéressant parce que l'IFOP pose la même question aux Français, à l'ensemble des Français. Donc c'est pour ça que vous avez 72% des Français estiment que la laïcité est en danger en France. On a posé la même question dans ce sondage IFOP du CNAL aux enseignants et ils estiment à 59%. C'est un peu moins, mais c'est quand même une vraie inquiétude, 59%. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui arrive en tête pour les enseignants, c'est 52%. Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Pourquoi est-ce que la laïcité est en danger? C'est parce que les communautés culturelles et religieuses se mélangent de moins en moins en France. Donc c'est la montée du communautarisme là, qui inquiète le plus nos collègues. Alors, ça, voilà, c'est le contexte, c'est ce que l'on apprend dans l'enquête du CNAL. Il ne faut pas surestimer le caractère nouveau du multiculturalisme de ces communautés qui existent dans le pays. C'est Fernand Braudel
qui dit en 1985 « La France, ce sont des Frances qui ont été cousues ensemble ». C'est une magnifique formule. Hein. Nous ne descendons pas tous des Gaulois. Hein. Et donc, effectivement, c'est Jean-François Fachanet qui a fait sa belle thèse sur les petites patries. Les républicains de la Troisième République ont été beaucoup moins éradicateurs des différences qu'on a pu le dire. Bien entendu, ils avaient comme mission de transmettre le français et le langage français correct à tous les petits élèves de l'école élémentaire. Mais ils venaient souvent, ces instituteurs, eux-mêmes, du cru, si je puis dire, hein, de ces petites patries locales. Et donc, ils ont cousu ensemble ces France. Moi, ça me paraît une formule qui est très, très belle. C'est ce qu'on essaie de faire à la Ligue, hein, de comprendre qu'on peut parfaitement concilier unité et diversité. Et dans cette brochure « Une émancipation en actes », que je vous conseille de lire, qui est sur le site de la Ligue de l'enseignement, on essaie de montrer qu'il n'est absolument pas incompatible de reconnaître la diversité, mais aussi de travailler à l'unité. Sinon, il n'y a pas de... on dit une société diverse qui peut aussi être une société, qui doit être, bien entendu, une société fraternelle. Simplement, parce que je vois que le temps passe, à l'école aujourd'hui, il ne faut pas prendre nécessairement comme des atteintes insupportables à la République des attitudes d'élèves qui pourraient, parce qu'ils contestent, parce qu'ils posent des questions, nous interpeller. Les enseignants nous disent, en gros, on sait faire hein, quand on est formé. Vous avez vu tout à l'heure que ce n'est pas le cas. Quand on a des conditions de travail qui sont à peu près satisfaisantes, quand on est soutenu par une hiérarchie, ça arrive quand même, on peut faire ce travail correctement. Les enseignants nous disent d'ailleurs, le plus embêtant, ce n'est pas quand les élèves parlent, c'est quand ils se taisent. C'est-à-dire quand on sent au fond de la classe qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils n'en pensent pas moins, mais ils se taisent. Donc je vous laisse, je pense que je vois des têtes opineuses, je pense que ça vous parle. Et donc on a raison de craindre le communautarisme, bien sûr. Mais il y a quand même un peu aujourd'hui je dirais d'hypocrisie à parler du communautarisme uniquement quand on pense à certains quartiers, à certains territoires. Dans notre pays aujourd'hui, il y a un communautarisme qui ne dit pas son nom, qui est le communautarisme des riches. Les territoires perdus de la République ne se trouvent pas seulement dans le 93. Je vais peut-être choquer certains, mais je pense que le 16e arrondissement, dans certains cas, peut aussi être un territoire perdu de la République, quand dans cet arrondissement parisien, on a, il y a 2 ans, manifesté contre la construction d'un immeuble pour accueillir des SDF. Et vous savez, la réaction de certains de ses habitants, ça a été de dire « on ne veut pas de nuisance ». Traiter des citoyens de nuisance, vous imaginez? Donc ce communautarisme de ceux qui préfèrent payer une amende plutôt que d'avoir leur quota de logements sociaux dans les villes doit aussi être dénoncé, au même titre que le communautarisme dont on parle de façon systématique. Et dans nos classes, on ne prend pas pour argent comptant pour des menaces insupportables toutes les protestations, toutes les contestations. Il nous appartient de dire à un élève, il a parfaitement le droit d'avoir une identité. La mission de l'école publique n'est pas de rendre tous les élèves identiques. Il y a une diversité parmi nos élèves. Ce que nous avons comme responsabilité, c'est de faire du commun avec ces élèves. Et donc, de leur dire, un peu comme nous dit Aimé Césaire, dans cette magnifique intervention en 1987, la quête d'identité, hein, c'est pas mal. Ça n'est ni tourner le dos au monde, c'est pas faire cession au monde, c'est pas bouder l'avenir, c'est pas s'enliser dans le repliement communautaire et dans le ressentiment. Ça n'a de sens, cette quête d'identité, que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, sinon il n'y aurait pas de quête d'identité, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Magnifique, magnifique formule. C'est ça, en fait, notre projet républicain, d'accepter la diversité, mais de construire autour de cette diversité un commun qui nous fera davantage épanouis, qui nous fera dépasser ce que nous sommes. Donc, si on doit prendre donc beaucoup d'attention à cela, en même temps, dans l'école de la République, tout ne peut pas être négocié. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et donc, moi, je pense qu'il y a 3 repères qui sont utiles quand on est aujourd'hui enseignant. C'est de faire comprendre aux enseignants que oui, nous sommes dans un pays de liberté, mais cette liberté n'est jamais absolue. Et elle est toujours encadrée par la loi. Et dans une république laïque, la loi, ce n'est pas un texte religieux, aussi respectable soit-il, c'est
C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Vous connaissez ça par cœur. Il y a un deuxième repère que nous devons avoir, c'est que dans une république laïque, et donc dans une école laïque, on est neutre certes, mais on n'est pas neutre au sens mou du genou, on dirait. Nous ne sommes pas un État faible quant aux valeurs. La valeur d'égalité, par exemple, ne se négocie pas. La stricte égalité entre les filles et les garçons, j'y reviens, ça n'est pas absolument négociable. On peut éventuellement dialoguer avec un élève qui ne comprend pas, mais le dialogue doit à un certain moment se terminer. Non, on ne discute plus. C'est comme ça, parce que nous sommes dans un pays où on respecte profondément l'égalité entre les filles et les garçons. Et puis, ce qu'on doit aussi faire comprendre, c'est que dans une république comme la nôtre, on peut croire, bien entendu, mais sa croyance n'est pas liée à une appartenance sociale. On peut choisir. Le communautarisme d'une certaine manière, n'est pas gênant quand c'est un choix. L'appartenance à une religion, l'appartenance à une communauté culturelle, si c'est un choix, on peut en discuter. Si ce n'est pas un choix, ça doit être évidemment condamné parce que nous sommes libres d'appartenir à ce que nous voulons et nous ne sommes pas rivés à notre appartenance sociale. Ces trois repères utiles peuvent être balayés d'un revers de main si on oublie que laïcité et questions sociales sont liées. Parce que tout ce que je viens de vous dire, dans certaines parties du territoire, de notre territoire aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, ça n'a aucun sens. Ça n'est pas un vécu quotidien par les citoyens. Dans ces zones d'exclusion, de chômage, de pauvreté, les valeurs de la République n'ont absolument aucune réalité quotidienne. Et ça met en péril et la République et le principe de laïcité. Mais ça, on est prévenu depuis Jean Jaurès. Quand Jean Jaurès dit au début du siècle dernier « La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale », il nous met en garde. Si la République recule dans certains territoires, n'offre plus les services que les citoyens attendent, je peux vous dire que les religions avancent. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la question sociale est en partie recouverte par la question religieuse dans certaines parties de notre territoire. Et ça, c'est évidemment un mélange qui peut être extrêmement, extrêmement dangereux. Dans son rapport annuel de 2017, l'Observatoire de la laïcité dit la laïcité, ça ne peut pas répondre à tous les maux de la société, qu'il s'agisse de la ghettoisation de certains quartiers ou de la perte de repères et de confiance dans l'avenir. Jérôme Fourquet, dans l'étude qu'il fait pour la Fondation Jean Jaurès, Jérôme Fourquet, c'est celui qui a travaillé avec nous à l'IFOP, il a un rapport qui s'appelle 1985-2017, quand les classes favorisées font sécession. Et ce qu'il dit est assez terrible, mais juste. La cohésion de la société française est mise à mal aujourd'hui par un processus presque invisible à l'œil nu, mais néanmoins lourd de conséquences. Il s'agit d'un processus de séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société. Les occasions de contact et d'interaction entre les catégories supérieures et le reste de la population sont en effet de moins en moins nombreuses. Il me reste 3 minutes. Et donc, j'ai presque terminé, parce que nous avons, à l'issue de notre travail au CNAL, posé 3 questions, qui sont des questions que nous posons à l'ensemble de la société. Est-ce qu'on peut enseigner aujourd'hui sereinement la laïcité dans un pays dans lequel le débat autour de la laïcité est souvent confus, laïcité souvent instrumentalisée? La réponse est évidemment non. Ce que demandent les enseignants, c'est un discours national un peu cohérent. Un enseignant nous a dit ce qu'on aimerait bien, c'est un discours jacobin sur les valeurs, mais qu'on nous fiche la paix sur la mise en œuvre. Autrement dit, on veut un discours girondin sur la mise en œuvre. Je trouve la formule plutôt explicite. Peut-on faire vivre la laïcité dans un pays qui a laissé se ghettoiser des parties entières du territoire? La réponse est non. Les enseignants nous disent qu'on a besoin de mixité sociale et scolaire pour faire réussir les élèves. Aujourd'hui, cette mixité sociale et scolaire est quasiment absente de trop grande partie de notre territoire. On pourra en débattre dans la suite de la discussion. Peut-on faire vivre la laïcité avec un échec scolaire massif, cumulatif des enfants de milieux populaires? La réponse est non, parce que ça veut dire qu'autour de l'école publique, on cristallise là toute une série d'insatisfactions. Méfions-nous. Celles et ceux qui, dans ce pays aujourd'hui, sont le résultat de scolarité, d'humiliation, d'exclusion, pensent à tort ou à raison qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres. Comment cela, vous pouvez leur demander de considérer qu'ils ont les mêmes devoirs que les autres? C'est notre pacte républicain que nous mettons là très clairement en danger. En fait, et je termine par là, voilà, il me reste 1 minute, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La charte de laïcité n'invente rien. Ça, c'est la Constitution, le premier article de la Constitution de 1958 qui reprend la Constitution de 1946.
Les constituants, ceux qui ont écrit ce texte, nous disent tout dans cette phrase. La France est une république indivisible. Vous remarquerez que ce n'est pas une république une et indivisible. On commet souvent l'erreur. La France n'est pas une république une et indivisible. Ceux qui disent une et indivisible sont ceux qui acceptent le moins la diversité. La France est une république indivisible. Ça veut dire quoi? Le mot est très important. Les constituants reconnaissent que la France est une addition de diversité. Il y a de la diversité dans le pays. C'est pour ça qu'on n'est pas un, on est indivisible. Il y a plusieurs. Mais dans le mot indivisible, il y a une autre notion qui est que les constituants refusent que cette diversité s'organise structurellement en communautés étanches. On n'est pas dans le communautarisme à l'anglo-saxonne quand on dit la France est une république indivisible. On reconnaît la diversité, mais cette diversité ne doit pas s'organiser parce que sinon il n'y a pas de république possible. C'est extrêmement compliqué de tenir les deux ensemble. Et on a le mode d'emploi dans la Constitution. Pour que tout ça, ça soit possible, les constituants nous disent qu'il faut que la République soit laïque, il faut qu'elle soit démocratique et il faut qu'elle soit sociale. Je vous remercie de votre attention. 45 minutes. C'est parfait.